Pour rendre plus concret l'analyse des impacts en se référant au système touristique, nous allons maintenant analyser ensemble un cas particulier, celui du kayak. Les pratiques et activités touristiques liées au kayak forment un système complexe qui met en relation plusieurs composantes de l'espace récepteur, telles que des ressources touristiques, des aménagements spécifiques, des infrastructures, ainsi que des acteurs diversifiés. L'ensemble de ces composantes s'influencent les unes les autres et permettent d'identifier et de comprendre les incidences environnementales observées au sein d'une rivière ou d'un cours d'eau, c'est-à-dire là où l'on pratique le kayak à des fins de loisirs. Rappelons que pour identifier et comprendre les incidences environnementales consécutives de la pratique du kayak, il faut impérativement tenir compte des spécificités des composantes propres à chaque espace récepteur. Effectivement, comme précisé lors des vidéos précédentes, ces composantes varient en fonction du contexte géographique, socio-économique et politique propre à chaque espace récepteur. L'exemple que nous prendrons dans le cadre de cette séquence et les observations qui en découleront se situeront à un niveau de considération global et général. Dès lors, notre exemple sera un exemple pris dans un contexte fictif, ne nous permettant pas de prendre en considération les réalités propres à une destination spécifique. La principale composante d'un espace récepteur où se pratique le kayak à des fins de loisirs est l'eau, présente dans un cours d'eau ou une rivière. Cette ressource touristique principale joue un rôle déclencheur de cette pratique. Mais la présence d'un cours d'eau ne suffit pas pour que les touristes puissent prendre part à cette activité. Il faut également d'autres composantes, telles qu'une série d'aménagements et d'infrastructures rendant possible la pratique du kayak, mais également facilitant le déplacement ou le séjour des touristes dans l'espace récepteur. On dénombre donc un ensemble d'éléments qui conditionnent la réalisation du séjour touristique, dont notamment des aménagements spécifiques tels que la construction de routes permettant d'accéder aux espaces dédiés à la pratique du kayak, mais également l'aménagement de berges pour que les touristes puissent embarquer ou débarquer en toute sécurité, ou encore des aires de pique-nique qui longent le parcours emprunté par les kayakistes. Généralement, ces aménagements spécifiques sont pris en charge par des acteurs publics, c'est-à-dire ceux issus de la sphère territoriale. Pratiquer le kayak nécessite également un canoë-kayak et tout le matériel nécessaire pour s'adonner à cette activité de manière sûre et confortable, c'est-à-dire une série d'infrastructures et d'équipements souvent mis en location par des entreprises privées, en d'autres termes, les acteurs de la sphère commerciale. Ces acteurs vont également investir dans la construction d'infrastructures permettant aux touristes de s'alimenter ou de se loger avant ou après cette activité dans l'espace récepteur. La valorisation des ressources, les aménagements et les infrastructures, ainsi que les pratiques touristiques qui en découleront, résultent donc d'un ensemble d'actions menées par des acteurs dans des contextes géographiques, socio-économiques, politiques spécifiques. En fonction de ces éléments, on peut observer une série d'incidences et d'impacts potentiels qui découlent de ce contexte spécifique. Le kayak peut potentiellement avoir un impact sur l'eau, la faune et la flore, ainsi que sur l'espace à proximité du lieu où se déroule cette activité. Concernant l'eau, la pollution pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs, comme l'apparition des déchets abandonnés par les touristes, la dilution de la crème solaire, le remuage du fond de la rivière par les rames ou le piétinement, ou encore les aménagements tels que les WC des aires de pique-nique qui n'auraient pas été suffisamment raccordés aux égouts ou épurés. L'incidence sur la faune serait surtout relative aux poissons. Ceux-ci seraient dérangés par les rames, ils pourraient plus difficilement se nourrir et se reproduire à cause de la destruction des berges et du lit de la rivière. Ils pourraient plus difficilement remonter la rivière du fait des aménagements faits par les autorités publiques tels que les barrages ayant pour but d'augmenter le niveau et de créer un rapide. Concernant la flore, la perturbation peut être tant au niveau aquatique que terrestre, parce que les kayakistes qui les détruisent intentionnellement par la cueillette ou l'arrachage ou accidentellement avec le choc des kayaks et des rames. La flore peut aussi être détruite à cause d'aménagements réalisés par les pouvoirs publics ou les acteurs privés qui aménageraient des berges, des hangars ou des aires de pique-nique sur des terrains riches en biodiversité. Cette destruction peut également être indirecte et alors causée par des travaux d'aménagement comme le passage d'engins de chantier.
Il a également été question d'un impact sur les espaces environnants. En effet, le sol et les berges peuvent être dégradés simplement par le piétinement des touristes qui circuleraient sur ces espaces. Ensuite, il faudrait également envisager une consommation d'espace ou une destruction de paysages à cause d'aménagements d'hangars, de berges, de barrages et la suppression concomitante de haies et d'arbres. N'occultons pas une incidence environnementale de cette pratique touristique causée par la construction de barrages de retenue d'eau. Eau qui sont lâchés lorsque le débit est trop faible pour une bonne circulation des kayaks. Terminons par une pollution sonore de ces espaces. Implanter une activité touristique dans un nouvel espace risque d'engendrer un niveau de bruit accru parce que les touristes peuvent crier, rire, écouter de la musique amplifiée et que le kayak heurte les obstacles. Si tous ces risques deviennent réalité, il y aurait donc une réduction du capital environnemental pour les générations futures et des nuisances subies par la génération actuelle et plus spécifiquement pour les populations vivant à proximité des lieux de cette pratique. De plus, on pourrait voir surgir des conflits entre les touristes, les acteurs du tourisme et les riverains autour de ces ressources. Envisageons par exemple les agriculteurs qui utilisaient le cours d'eau pour irriguer leurs terres et qui ne peuvent plus le faire pour assurer le débit dans la rivière nécessaire pour la pratique du kayak. Ou les riverains qui ne jouissent plus d'une rivière calme, ou encore des pêcheurs qui ont l'impression que le poisson disparaît. Ce sont des conflits d'usage. Mais les impacts, c'est-à-dire la modification réelle de l'environnement, peuvent être influencés par les acteurs publics du système touristique, qui utilisent des incitants aux modifications des comportements des touristes et des acteurs privés. Prenons l'exemple des acteurs privés qui veulent développer le tourisme. Les pouvoirs publics imposent de faire des évaluations des incidences potentielles des projets de développement et d'y envisager des alternatives. Les bureaux d'études vont alors faire des recommandations pour la biodiversité. Ils proposeront de localiser les terrains de parking et les hangars dans des endroits de faible biodiversité. Pour l'eau, ils proposeront de la protéger de la pollution par des stations d'épuration autonomes pour les toilettes des aires de pique-nique. Ils recommanderont de mettre des obstacles dans la rivière pour que les kayaks ne puissent pas aller dans les endroits sensibles. Pour protéger la faune et la flore, les bureaux d'études proposeront de renforcer certaines berges, de planter des arbustes piquants, décourageant les touristes de s'y aventurer et de faciliter la vie aquatique en réalisant des couloirs de remontée de barrages, par exemple. Le pouvoir public peut imposer ces recommandations lors de la délivrance du permis d'exploiter. Le pouvoir public pourra lui-même édicter une législation qui interdit le kayak si le débit de la rivière est trop faible. C'est ce qui se fait pour le moment en Wallonie. Le pouvoir public peut influencer les comportements des touristes par divers instruments. La réglementation peut être utilisée, par exemple celle qui limiterait la pratique des kayaks à certaines heures, ce qui préservera le calme des riverains pendant des heures sensibles de la soirée au matin, ainsi qu'à certaines périodes propices à la reproduction des animaux. L'information et la sensibilisation est un autre instrument. Elle se fait par exemple par des panneaux explicatifs sur les bons comportements à apporter. La pression économique est un troisième instrument. Les taxes et les subsides influenceront les comportements. Le contrôle et les amendes sont un quatrième instrument, assez coercitif. Les acteurs privés peuvent eux aussi influencer le comportement des touristes en fournissant par exemple des poubelles pour la descente ou en sensibilisant le touriste. Enfin, les acteurs publics et privés peuvent s'associer, par exemple en faisant une campagne de sensibilisation commune. Tous ces instruments de régulation ne seront pas des recettes qui pourront être appliquées uniformément et indistinctement. Ils seront déployés en fonction des actions menées par les acteurs publics et privés au regard des caractéristiques du territoire. Si tout ce qui peut se faire pour la protection de l'environnement ne se réalise pas, c'est parce qu'il peut y avoir des tensions entre d'une part la conservation ou la protection de l'environnement, qui demande des moyens ou restreint l'activité du kayak, et d'autre part le développement économique, qui lui aussi demande des moyens et qui souhaite en même temps une croissance du temps permis pour faire du kayak. Il peut aussi y avoir des tensions entre les besoins ou envies des touristes, c'est-à-dire des personnes extérieures au territoire, et les besoins de populations locales, besoins pas toujours compatibles. On voit donc que les risques d'impacts environnementaux négatifs se transformeront en impacts réels, d'autant plus importants ou faibles que la régulation aura été efficace ou réduite.